Bonjour à tous et je voudrais d'abord faire un grand remerciement à Jean-Jacques Casteret et à Luc Charles Dominique de m'avoir invité à vous présenter cette contribution sur le cantou Impadiel, en tout cas sur l'évolution des modes de transmission. Une petite précision, donc je suis effectivement chercheuse associée, comme l'a précisé Luc Charles Dominique, dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle eTreasures et qui travaille en particulier sur les expressions vocales du domaine européen, les éléments rares vocaux classés, patrimoine culturel et matériel. Et par ailleurs, ma contribution se fait à partir des données que j'ai collectées, analysées au cours de différentes enquêtes ethnographiques de terrain, puisque donc j'ai fait ces données, ces repérages, ces enquêtes dans le cadre d'une thèse d'anthropologie sur les processus de patrimonialisation des pratiques collectives et en particulier du chant polyphonique corse. Donc il me faut préciser premièrement que le terme en fait de polyphonie, que l'on trouve parfois traduit par le terme de polyphonia, n'existe pas en langue corse. C'est un néologisme provenant de la notion de polyphonie dans la sphère de la musique savante, qui a été appliqué au chant exécuté traditionnellement à 3 voix en Corse et connu sous le nom de padiel. Pour qualifier le chant à plusieurs voix dans la société insulaire, on emploie les termes de apadiel, la padiel, canta apadiel, chanter en padiel, cantu in padiel, le chant en padiel, et faci una padiel, ça veut dire faire une padiel. Cette précision linguistique ayant été apportée, je vais maintenant détailler les différents paramètres performantiels permettant de caractériser le cantu in padiel dans sa forme traditionnelle. Sachant que donc, le cantu in padiel est la seule expression vocale qui a été classée en 2009, reconnue par l'UNESCO en tant que patrimoine culturel immatériel, et en tout cas le seul élément français inscrit sur la liste de sauvegarde d'urgence. Tous les autres éléments français, je pense aussi au Maloya et je pense au Fesnos, ont été inscrits sur la liste représentative. Le cantu in padiel désigne à la fois donc un genre de chant polyphonique, profane et religieux, une technique vocale et un contexte d'exécution. Il se chante a cappella, strictement a cappella, et mobilise 3 voix qui entrent toujours dans le même ordre. Celui que les interprètes exécutent selon un code d'entente intériorisé, respecté, c'est-à-dire en général une disposition en cercle, afin que tous les chanteurs exécutent avec Dominique Salini, le professeur Dominique Salini disait un circuit fermé qui mobilise l'œil, l'oreille et la bouche. Car les chanteurs, en fait, ne disposent pas ou ne veulent pas utiliser les repères de la musique dite savante, à savoir le métronome, le diapason ou la partition. La majorité des chanteurs de padiel en Corse, de toute façon, ne connaissent pas 99% le solfège, donc ça ne sert à rien. La padiel, qui est un chant polyphonique donc à 3 voix, est traditionnellement masculine. C'est la forme la plus représentative du chant corse, basée sur une forme poétique de 6/1 octosyllabique. Le répertoire profane comprend également, il faut le préciser, la padiel, mais également ou madrigal, que l'on retrouve en particulier sur la partie orientale de la Corse qui fait face à la Toscane, parce que bien évidemment, le madrigal, dans sa forme médiévale et dans sa forme de madrigal de la Renaissance, provient de la sphère italienne. Mais aussi une forme poétique en vers endécasyllabique, qui était très prisée et qu'on retrouve encore ou terzet ou terzine. La padiel donc fait la part belle à la voix humaine, à l'émotion qu'elle véhicule, bien au-delà des mots. La padiel est axée donc sur la voix de seconde, à seconda. Cette voix donne le ton, elle chante l'intégralité du texte, elle dirige la succession du matériel musical. On dit communément en langue corse qu'elle porte le chant. Ensuite vient la seconde voix qui est désignée par le terme ou basse ou la basse et qui a pour mission de soutenir la seconde. Enfin, la troisième voix, c'est-à-dire la voix la plus haute, a terz, va ornementer le chant avec toute une série de mélismes qu'on dénomme en langue corse ariukan. Les voix, notamment la basse, sont maintenant parfois doublées ou triplées à l'unisson dans les groupes polyphoniques issus du mouvement revivaliste qui a été dénommé en Corse mouvement dit ou reacquisto, c'est-à-dire de la réappropriation culturelle, qui est un mouvement qui est apparu dans les années 70. Et dans ces groupes polyphoniques revivalistes, on peut trouver 6 ou 7 chanteurs, en général avec des basses triplées, voire quadruplées,
Mais par contre, il faut noter que les voix de seconde et les voix de terce, elles ne sont jamais doublées. Ces 3 voix entrent de manière quasi immuable de la manière suivante, après donc un soli réalisé par le seconde, suivi et soutenu par le basse. Un dialogue va s'instaurer entre la voix de seconde et la terce, qui va improviser à partir de la ligne mélodique de la seconde, en produisant donc de nombreux mélismes ou riocades. Quant au mouvement de la partie inférieure, la voix de basse, il détermine des cadences harmoniques en correspondance avec les cadences du texte, et se concluant parfois en accords très prolongés, en particulier qui caractérisent le Wers de Thal, qui est un village. Je reviendrai sur la notion de Wers. La voix des chanteurs donc, du canti in padiel, on dit qu'ils ont des voce pastorine, c'est-à-dire des voix de berger, des voix pastorales. Ce sont des voix qui sont fortement projetées. C'est un chant qui est souvent intense, assez farouche, même parfois assez imprécatif. On ne chante pas pour soi, mais on chante aussi pour les autres, et plus généralement avec une intention déclarée d'être entendu et d'agir sur autrui. J'ai parlé du Wers. Alors, la notion de Wers, c'est vraiment une notion importante dans la transmission du chant. Ça qualifie en même temps 2 versions mélodiques d'un texte poétique qui, selon les entrées des voix de basse sur tel ou tel pied du vers du cisin octosyllabique, vont être dénommées Wers kort ou Wers long, Wers long ou Wers kort. Le terme de Wers qualifie également une appartenance territoriale au village, au paese, ou à la piève. Alors, la piève, c'est encore quelque chose de très opérant au niveau de l'appartenance territoriale. En fait, la Corse a été pisane du Xe au XIIIe siècle, et durant toute l'ère pisane, il a été constitué des entités administrativo-religieuses qui se superposent plus ou pro au canton actuel. Mais en fait, les Corses, eux, se disent appartenir à une piève. Donc ce Wers distingue aussi une manière de chanter, souvent familiale, telle ou telle famille de chanteurs, voire le style personnel ou la singularité d'un individu. C'est-à-dire, on va parler du Wers du village de Ruzio. À l'intérieur du village de Ruzio, on va parler du Wers de la famille Rocchi, par exemple, qui est une grande famille de chanteurs. Et à l'intérieur de la famille Rocchi, on va parler du Wers par exemple, de Philippe Rocchi. Donc il y a vraiment une déclinaison. Et le Wers fonctionne alors comme une véritable carte d'identité vocale, c'est-à-dire une véritable signature vocale. Alors, quelques caractéristiques en fait, de la pratique vocale traditionnelle en Corse. Donc, qu'elle soit profane et ou religieuse, elle reste encore très innervée dans la société corse contemporaine. Et le chant accompagne encore toute pratique culturelle collective, comme les foires, les fêtes, les banquets, les repas de chasseurs, les repas de tontes, de bergers qu'on appelle en Corse atudnera. Et c'est aussi, et bien évidemment, un chant de comptoir. C'est un chant qui est accompagné de fortes libations et qui peut durer souvent des nuits entières. C'est aussi un chant qui accompagne toutes les cérémonies de passage, baptême, mariage, enterrement. Le chant insulaire donc, fait une large place à une riche poétique en langue corse, imagée et variée. Également, il peut prendre la forme d'antiques joutes oratoires entre 2 ou plusieurs hommes qui rivalisent de dextérité dans le maniement des mots et de la parole chantée, montrant ainsi leur maîtrise de l'improvisation, en particulier le chiami respondi. Il faut également, une des caractéristiques de la pratique collective du chant, c'est la plasticité des chanteurs. Quand on est chanteur traditionnel en Corse, on passe très facilement d'un univers à un autre. C'est-à-dire on peut être chantre dans sa confrérie de village, on peut être cantadore in padiel, c'est-à-dire hanter les foires et toutes les manifestations festives qui peuvent se dérouler, et également faire partie d'un groupe polyphonique. Donc il n'y a pas de compartimentage, on peut passer comme ça d'un univers à un autre. Sur la transmission, donc dans le mode vraiment, je dirais, traditionnel, pour lequel moi j'ai utilisé le terme d'imprégnation auditive et visuelle, on peut bien sûr évoquer l'importance de la prégnance familiale dans le phénomène de la transmission orale traditionnelle.
Elle est parfois tout à fait remarquable chez certaines familles de chanteurs, quitte à créer de véritables dynasties. Mais il faut aussi d'emblée souligner que dans certains cas, le phénomène, en tout cas c'est ce qui est apparu de mes enquêtes de terrain, le phénomène de transmission familiale ne va pas forcément de soi. On assiste à ce qu'on appelle des sauts de transmission. Par exemple, du grand-père au petit-fils ou de l'oncle directement au neveu. Par exemple, Ivio Pasquale, qui a fondé en même temps un groupe qui s'appelle Madrigal et une école de chant à l'orée des années 80, a lui reçu en fait tout son héritage de son grand-père, qui était un chanteur, un accordéoniste très renommé, collecté en 1948 par Félix Colich, et il a transmis à ses enfants. Donc on assiste à ces phénomènes-là, et également d'atransmission, c'est-à-dire des ruptures générationnelles de transmission de savoir-faire. Ça, c'est important de le dire parce que souvent, on a des discours un peu officiels, le chant polyphonique transmis de génération en génération sans rupture. C'est à l'évidence une fausseté scientifique. Il n'y a pas véritablement de règles explicites de recrutement pour devenir chanteur de padiel. Tout est implicite. Pour la majorité de ceux que j'ai enquêtés, les chants étaient connus depuis leur plus tendre enfance, leur père les emmenant parfois, comme il disait, se faire l'oreille à l'église ou dans les foires traditionnelles. Pour devenir chanteur, il ne faut donc pas de connaissances musicales particulières, ni même connaître le solfège. Il suffit surtout d'aimer le chant et de se faire l'oreille musicale. Alors c'est vrai que quand on enquête, les chanteurs, eux, le vivent, je dirais, avec une analyse tout à fait naturaliste de leur pratique, mais en fait, on sait bien que c'est un construit tout à fait culturel. En Corse, la notion de répétition est par contre une conception culturelle récente, liée à l'apparition des groupes dits polyphoniques. Dans la transmission orale par imprégnation auditive et visuelle, le plus souvent familiale et ou villageoise, il n'y avait pas de notion de répétition, pas de pupitre, pas de partition, pas de diapason. Donc on fait cercle et les jeunes doivent écouter dans un premier temps à l'extérieur de l'équipe constituée de chanteurs expérimentés. Ils doivent intégrer tous les phrasés, les variantes des wers pour maîtriser leur entrée dans le chant en fonction de leur voix. Comme je l'ai dit, les jeunes... le cantouin padiel, c'est une technique, mais c'est aussi un acte social. Donc, dans la société traditionnelle insulaire, chanter, ça veut dire surtout être invité à chanter par d'autres chanteurs. Ainsi, de jeunes chanteurs peuvent être intégrés dans une équipe pour un chant ou plus après invitation d'un ancien, et ils progressent ainsi selon une expérience forgée directement sur le terrain à l'occasion des diverses manifestations festives. Ce qui pourrait apparaître de prime abord comme un travail relativement approximatif se révèle plutôt un apprentissage basé sur la patience, la concentration et la rigueur. Les chanteurs expérimentés écoutant attentivement les jeunes sans que rien ne transpire sur leur visage. Par contre, ce travail sur le chant passe par une notion centrale dans le mécanisme de la transmission orale, c'est la critique. Sans cette critique qui en fait s'exerce après le chant, exercée donc par les chanteurs expérimentés vis-à-vis des plus jeunes, c'est une critique fondamentale, récurrente et même éprouvante pour ceux qui s'y trouvent sans cesse exposés. Et d'ailleurs, la notion de critique est une notion centrale dans la société corse. Le chant aurait vite fait, risqué de tomber dans l'oubli ou la médiocrité. Du point de vue des acteurs, selon les circonstances d'exécution et pour chacune, certains chants sont vécus comme centraux, importants et réussis. Les chanteurs disent que les chants sonabe. Sonabe, ça veut dire ils sonnent bien. D'autres sont vécus comme mineurs, car moins intéressants du point de vue des circonstances d'exécution et certainement moins réussis du point de vue, d'après leurs propos, du point de vue esthétique. Chaque chant, donc, est à sa façon unique. Au fil de l'apprentissage, la mise en place des voix s'améliore, même si des velléités un peu égocentriques ne sont pas absentes, et certains jeunes peuvent se voir reprocher de chanter trop fort et d'écraser la voix des autres. Car les chanteurs sont parfois sensibles au niveau de l'exécution des chants, surtout pour les chants sacrés qui doivent être exécutés piétose, c'est-à-dire avec piété, de traduire la singularité, mais aussi l'harmonie et la communion. Donc l'apprentissage, en fait, elle porte sur une technique
une technicité vocale et un corpus de chant, mais c'est aussi une initiation et un rite de passage pour les jeunes. S'initier au chant, c'est là encore se confronter à l'autre. Devenir adulte, c'est s'intégrer à la communauté, participer à l'harmonie du chant collectif, mais aussi affirmer sans exagération son individualité, sa personnalité, son guaerzo. Le cantu impadiel exécuté en équipe à 3 voix de manière traditionnelle peut donc être appréhendé comme un vecteur de mémoire et de communication, un espace permettant l'échange intergénérationnel où l'individu et le collectif s'entremêlent, où les rites de passage, les initiations des jeunes s'effectuent. Et j'ai pu remarquer qu'en fait, ces initiations se pratiquent. Un jeune va commencer à écouter en fait à partir de 10-12 ans, c'est-à-dire au moment de la pré-puberté, et va commencer à être invité vers 15-16 ans à rejoindre en fait les équipes de Padiel. Merci. Je vais vous parler maintenant donc de la période dite du Reacquisto, du mouvement de réappropriation culturelle. Donc effectivement, dans la société insulaire traditionnelle, donc tous ces chants étaient faits et accompagnaient tous les grands moments de la vie. Mais ces chants ont été méprisés. Ils sont tombés en désuétude au milieu du XXe siècle, sauf dans certains villages, isolés par le relief montagneux où ils se manifestaient encore. Ce chant polyphonique va susciter un regard d'intérêt au moment du Reacquisto des années 70. Cet engouement va se focaliser essentiellement autour des répertoires polyphoniques et les cantines padielles vont être collectées par des chanteurs en fait militants, culturels et ou politiques, notamment par Minical, Alain Nigoli, Nathalie Luciani, Germaine Deserbi, Jean-Paul Poletti, Pedro Gelfucci. Le précurseur en matière de collectage est Félix Quilici, qui est un musicien, un altiste et un musicologue qui va sillonner pour la première fois avec une mission scientifique en 1948, donc à dos de mulet, dans ces villages isolés pour recueillir donc les vestiges de ces chants très anciens. Et il poursuivra tout ce travail jusqu'aux années 70. D'autres collecteurs historiques comme Wolfgang Glad ou Marcus Romer vont aussi effectuer un travail remarquable de collectage. Et au Reacquisto, le mouvement de réappropriation de la culture corse, donc, accompagne depuis 40 ans l'histoire de l'île. C'est un mouvement de revendication également identitaire et politique, en particulier indépendantiste et nationaliste. Il a pris des formes multiples qui couvrent tous les domaines de l'activité économique, sociale, artistique, avec une forte prégnance du milieu associatif. C'est surtout donc par le chant polyphonique, qui en devient le mode d'expression le plus emblématique, que ce mouvement de renouveau culturel s'est fait connaître à l'extérieur de l'île. En 1973 est créé le groupe Cantao Popolo Corso, animé par Pedro Gelfucci et Jean-Paul Poletti, et bien d'autres chanteurs, d'où sortiront les principaux groupes qui marqueront les décennies suivantes. On peut citer Akiame Galès et Affiletta, qui sont toujours Diana Dilla, Albaï Mouvrini, Edu et Patrice, et encore en 81 vont naître Tawang. Et puis de multiples recompositions vont s'opérer au sein de ces premières formations dans les années 90, qui verra éclore l'éphémère groupe féminin de Nissoulane, le groupe Soledone et les nouvelles polyphonies corses qui interviendront en 92 lors de la cérémonie des Jeux Olympiques d'Albertville, et ainsi que Voce di Corsica. Plus proche de nous, dans le temps, mentionnons l'apparition des groupes Barbara Fortuna et Voce Ventu. Les femmes ont longtemps été exclues ou tout au moins marginalisées dans l'espace public du chant. À partir des années 75, dans le mouvement du groupe Cantao Popolo Corso, on assiste à une évolution des pratiques. Les femmes se dégagent du répertoire lié au répertoire des nanes, c'est-à-dire les berceuses, et des boccheri, c'est-à-dire les lamentations funèbres, qui de toute façon commençaient à tomber très en désuétude, et affirment leur savoir-faire en matière de chant religieux et en chant polyphonique jusque-là réservé aux hommes. Car pour certaines d'entre elles, comme je pense en particulier à Anna Rocchi, issue d'une grande famille de chanteurs de Ruggio, elles étaient auditrices depuis l'enfance, comme les hommes, des chants des villages et basant leur pratique vocale sur le même apprentissage. Dans le mouvement du Reacquisto, le chant va se caractériser par de nouvelles formes musicales et traduire la volonté des chanteurs
d'explorer les champs de l'altérité. Plusieurs raisons sont à l'origine de cette évolution. En premier lieu, le développement du tourisme et le brassage des hommes et des mentalités qu'il entraîne. Ce public estival, amateur de concerts, consommateur de disques, garantit une part de la diffusion commerciale, permet la survie économique des groupes sans leur assurer toutefois le statut de professionnel, sauf pour 4 ou 5 groupes comme Imouvrini ou Affiletta qui dès 1983 vont faire le choix du statut de professionnel, ou le cœur d'homme de Sartène de Jean-Paul Poletti. Ces nombreux groupes, ce qu'on peut constater, c'est que de manière très souterraine, mais assez rapidement tout de même, s'est réalisée dès les années 80 une transformation considérable de la structure de la PADIEL, désormais, donc, comme je l'ai dit, emblème unique de la revendication identitaire. La situation politique a probablement, sans le vouloir, agi sur la structure musicale, ne conservant de la forme polyphonique que la présence obligatoire de plusieurs voix. D'ailleurs, très vite, la polyphonie corse ne respectera plus les 3 voix habituelles et le groupe culturel verra le déploiement vocal et également instrumental avec guitare, violon sur scène, en occupant un espace très particulier, la scène à l'italienne. La coupure de l'espace en deux, celui du public que l'on espère de plus en plus nombreux sous le chapiteau des meetings ou dans les théâtres, et celui de la scène où s'installe le groupe ou le chœur, fait disparaître de facto les 2 conditions de la réalisation harmonique de la PADIEL dans son contexte habituel, c'est-à-dire le cercle et le temps du souffle. L'abandon du cercle au profit de la ligne, l'abandon du fonctionnement en circuit fermé, bouche, œil, oreille, au profit du face-à-face, exigeait en fait l'introduction du temps mesuré et le substitut technologique à la technique vocale. Paradoxalement, le groupe culturel créé pour défendre et faire vivre le polyphonique traditionnel découvrait de manière très pragmatique l'impossibilité de sa réalisation. Pour s'adapter à la demande politique des médias et aux impératifs des institutions culturelles, sera progressivement abandonné tout ce qui faisait de la PADIEL ses caractéristiques. Il faut donc rappeler à ce moment de l'argumentaire, et pour conclure, que la naissance de la polyphonie savante a coïncidé, entre autres choses, avec 2 préoccupations majeures, la synchronisation des voix et la maîtrise du temps. Le texte à la signification brouillée dans la polyphonie traditionnelle devenait, avec la barre de mesure, un texte à la versification prépondérante. Il fallait non seulement un texte message, mais un texte scandé qui permettait incontestablement de chauffer la salle de concert ou un meeting en invitant au battement des mains en mesure. Enfin, le souci esthétique qui devient prépondérant pour répondre aux exigences du public instaure la primauté du mélodique sur le jeu phonique et favorise, par exemple, les mélismes, les rayucades comme des véritables exercices de virtuosité, ce qui n'existait pas dans la polyphonie traditionnelle. L'harmonisation et la résolution deviennent les 2 critères privilégiés de la qualité esthétique d'une polyphonie réussie, celle-ci gagnant assurément en justesse, mais perdant sa flexibilité temporelle, autrement dit son originalité. Et c'est pour ça que j'ai été amenée à dire qu'en fait, on est passé dans une forme de continuum d'une culture de la note vraie à une culture de la note juste. Et vraiment, un dernier mot. Donc, bien évidemment, cette transformation de la structure musicale de la PADIEL a également correspondu à une évolution du mode de transmission. Et nous assistons actuellement en Corse, en fait, à des chanteurs qui ont des modes de transmission, qui apprennent avec des modes de transmission mixtes, c'est-à-dire qu'ils apprennent avec des anciens, mais ils apprennent aussi avec des disques, avec des écoutes, avec des stages, avec des ateliers. Et ils passent en fait aussi cette plasticité des chanteurs se retrouve dans les modes de transmission, c'est-à-dire qu'on a une plasticité complètement et une mixité en fait des modes de transmission. Je vous remercie. Merci pour cette présentation diachronique, intéressante, qui montre bien l'évolution des pratiques, l'évolution récente. Je pense qu'il y a un certain nombre de questions dans la salle, pour une petite dizaine de minutes.
Alors c'est vrai que c'est la première communication de la matinée et que on va chauffer la salle alors. les effets de la nuit courte sont encore là, mais bon, moi j'ai peut-être une question quand même. Vas-y. En quoi l'inscription de ce chant sur la liste d'urgence du PCI a-t-elle modifié sa transmission dans les quelques années qui nous séparent de l'inscription? C'est-à-dire en fait ça a été inscrit en 2009. Est-ce qu'on constate déjà des modifications dans la transmission et comment cette transmission s'opère-t-elle, quoi? Non, pas tout à fait. Dans le sens où, effectivement, depuis le 1er octobre 2009, la PADIEL a été inscrite au PCI. Mais en fait, il y a pour le moment, 6 ans après, aucune mesure de sauvegarde d'urgence qui a été mise en place. Donc on bute, en fait, sur... alors c'est un dossier complexe, en fait. Je ne peux peut-être pas tout aborder, mais il y a une part... pour ceux qui seraient amenés à être des futurs porteurs de projets de classement PCI, il y a l'importance de la manière de préparer le dossier. Il y a eu des débats, je dirais, un petit peu idéologiques. Il y avait 2 tenants de la manière de classer ce dossier. Il y avait une manière très essentialiste qui a été portée par Pedro Gelfucci, c'est-à-dire en fait un Cantwin Padiel qui allait s'attacher vraiment à la forme traditionnelle d'exécution et de mode de transmission. Et puis, il y avait, pour répondre d'ailleurs aux exigences de la Convention de 2003 ratifiée par la France en 2006, une vision plus dynamique de la culture et une vision d'une transmission du Cantwin Padiel et de son évolution. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les groupes dits néopolyphoniques étaient tout à fait intégrés dans la démarche. Et cette ligne, je dirais, était portée par Jean-Paul Poletti. Or, en fait, c'est la vision essentialiste qui a prévalu. Et donc, il y a eu, au moment de bâtir le dossier, il y a eu beaucoup, en fait, d'acteurs qui ont été un peu exclus de la démarche. Et en particulier, pour moi, les grands oubliés de ce dossier, ce sont ces fameux chanteurs. Porteurs de tradition, qui sont en fait des gens de peu, qui ne sont pas des gens qui sont dans des circuits de professionnalisation de chanteurs, et qui sont des bergers, qui sont des chanteurs cavaliers, etc. Mais c'est grâce à eux qu'il y a cette perpétuation aussi de l'art vocal. Donc on est là, je dirais, dans une période en même temps transitoire, même si la Corse va garder tout à fait la même structure régionale. Il faut savoir qu'un dossier comme ça est État et région, puisque en plus la Corse a un statut particulier de manière administrative ou politique, et en plus, depuis 2002, elle a la compétence pleine et entière pour la culture et le patrimoine. Donc c'est vrai que la collectivité territoriale corse, c'est-à-dire la région Corse, devient un acteur incontournable. Et en fait, dans la réalité, il y a donc aucune mesure de sauvegarde d'urgence qui a été mise en place, et on assiste de plus en plus à une raréfaction des porteurs dits de tradition. C'est-à-dire, voilà. Mais en même temps, en parallèle, se met en place ces modes de transmission, ces modes de production qui sont des modes mixtes, en fait. Et donc voilà, ça suit aussi une certaine évolution. Il y a certaines formes, par exemple, qui ont disparu, qui auraient peut-être valu un classement, comme le répertoire monodique des femmes, qui est un répertoire qui a disparu parce qu'il ne correspondait plus à une fonction sociétale. La prise en charge collective de la mort et les lamentations funèbres ont disparu aux alentours des années vraiment 90. Moi, j'ai connu encore 2 Voceratrice à Corté. Mais voilà, c'est-à-dire que si on correspond aux critères de l'UNESCO, il aurait mieux peut-être valu sur ces modes d'expression vraiment très, 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 très en survie, plutôt que sur le chant polyphonique.
Un petit commentaire juste sur l'inscription au PCI. J'ai eu la chance de rencontrer des chanteurs sardes il y a quelques années. Et ils m'ont fait la réflexion qu'ils étaient très heureux de l'inscription à ce moment-là récente au PCI du canto à ténor, parce que la première conséquence était que chez eux, ils étaient reconnus. Donc, ce n'était pas par rapport à une ouverture extérieure, mais ça leur avait donné une légitimité, une reconnaissance chez eux qui leur avait fait énormément de bien. Oui. En fait, il y a une différence essentielle entre la manière dont ont été portés sur les fonds baptismaux de l'UNESCO le dossier de classement du canto tenores et du canto in padiel en Corse. En Sardaigne, en fait, d'abord, de mémoire, le canto tenores a été classé en 2005. Et donc, il a été classé encore, je crois, en tant que chef-d'œuvre. Donc, on était sur des critères un petit peu différents. Mais surtout, ce qui était très intéressant au niveau de la région Sardaigne, puisque moi, j'étais beaucoup aussi en Sardaigne à ce moment-là, c'est qu'en fait, ils ont pris le canto tenores, mais d'autres types d'expressions, en tant qu'expression d'une société sylvo-agro-pastorale sarde. Et ça, c'était aussi beaucoup plus ouvert, en fait, hein, que juste sur une technique, en fait, vocale. Moi, j'ai une question très prosaïque. Avec l'inscription au patrimoine, arrivent des subventions. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? À quoi elles ont servi? Elles sont bloquées pour le moment. À quel niveau? Il n'y a pas eu de versement de subvention pour le moment. Du fait que le projet a été porté par une association qui s'appelait Canto in Padiel, qu'il y a eu donc des changements politiques au niveau de la région, qu'il y a eu un audit relativement récent sur cette association et sur son activité. Et en l'état, et à ma connaissance, j'ai eu l'occasion d'en reparler avec Christian Hautain il y a quelque temps. Pour le moment, aucune subvention n'a été versée. Merci. D'abord, merci beaucoup d'avoir été aussi clair sur le point que vous venez d'aborder, parce qu'on a vu monter le dossier au début et on sentait très bien qu'il y avait de l'essentialisation d'un côté et de la prise de position politique de la communauté corse qui faussait le débat dès le départ. Donc voilà, mais on pouvait pas. Moi, je me sentais pas capable de le dire, de l'attaquer. Il fallait mieux que ce soit pas de l'attaquer, de le dire, tout simplement. Autre chose, mais sur le début de votre intervention, moi, je viens de la littérature orale et pardon. Voilà. Je viens de la littérature orale et le saut de génération est un classique en littérature orale. C'est-à-dire, on n'apprend pas de ses parents, on apprend de ses grands-parents. Donc là, je crois qu'il y aurait des petites choses à aller voir du côté de la littérature orale, voir comment se fait la transmission quand vous parlez du cadre assez classique et traditionnel. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous parlez des grands-parents et de l'oncle. Est-ce du grand-père et de l'oncle au niveau des chanteurs? Est-ce que ce sont les parrains? Au niveau symbolique, c'est très important. C'est-à-dire on transmet un savoir, souvent le parrainage comme le compagnonnage, se fait par quelqu'un direct de la famille, soit le grand-père qui se trouve dans la place de parrain, soit de l'oncle qui se trouve dans la place du parrain. Et je pense que d'un point de vue symbolique, il y aurait des choses assez intéressantes à voir dans cette filiation. Voilà, c'était tout. Tout à fait d'accord. Quand vous avez décrit la polyphonie en Corse, bon, j'avais l'impression la plupart du temps que vous parliez de la polyphonie ici. Et bon, si j'ai bien compris, donc la polyphonie très traditionnelle, c'est des tout petits groupes, puisqu'il y a deux voix, il y a la voix normale, il y a la voix au-dessus, et puis il y a éventuellement 2-3 personnes à la basse, donc ça fait des petits ensembles vocaux
qui correspondent bien au cadre familial ou, je ne sais pas, enfin, de l'apprentissage et de la perpétuation de cette pratique qui, maintenant, avec les grands groupes, effectivement, change. Alors, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il est envisageable en Corse, est-ce que ça existe, des rassemblements de dizaines ou parfois même de centaines de chanteurs, comme on peut avoir ici dans certaines occasions, qui chantent de façon traditionnelle et ensemble, alors que la pratique semble basée sur le petit groupe. Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe en Corse, donc l'équipe traditionnelle de Padiel, c'est 3 chanteurs. Souvent, ce qui se passe, il y a des grands rassemblements à partir. Donc, on a un culte des saints qui est encore très respecté et très suivi en Corse. Et on a des moments, je dirais, profanes. C'est-à-dire que moi, une des premières enquêtes de terrain que j'ai fait, j'étais dans un col dans la vallée d'Oretz. Et en fait, il y a des bars qui sont montés le long des façades des chapelles. Et là, la première fois que je suis arrivée, il y avait une centaine de chanteurs. Et en fait, ils se répondent d'équipe de Padiel en équipe de Padiel. C'est-à-dire qu'ils font des diagonales. Ils appellent ça des diagonales. C'est-à-dire que sur une Padiel, en général, c'est 3 strophes. Et donc, ils peuvent très bien, une équipe faire la première strophe, la seconde équipe une deuxième strophe et revenir. Voilà. Ou parfois, c'est une Padiel entière et c'est une seconde équipe qui va reprendre le relais. Parce que en fait, ils circonscrivent, en fait, ils sacralisent une sorte d'espace dans lequel ils vont effectivement jouter, non pas en Camille Responde mais en Padiel, et où ils vont jouter. Il y a vraiment une rivalité. Il faut montrer sa grande maîtrise vocalique, sa dextérité, etc. Mais dans le dossier UNESCO, il était dit qu'il n'y avait qu'une 50aine de chanteurs traditionnels en Corse. Moi, de mes enquêtes de terrain, commencées à l'orée des années 2000 et jusqu'à récemment, moi j'ai travaillé avec à peu près 150 chanteurs traditionnels. Donc en fait, on était quand même loin des chiffres de l'UNESCO. Une toute dernière question, courte, si c'est possible. Bon, une question qui peut sembler stupide au départ. Dans quelle est la langue des paroles de ces chants? On va me dire la langue corse. En réalité, vous avez parlé d'une extrême fractionnement stylistique. La langue corse, entre guillemets, on sait que tous les dialectes du nord tirent beaucoup plus vers le toscan, tous les dialectes du sud tirent beaucoup plus vers le sarde, que comme toutes les langues vivantes, mais de moins en moins vivantes, il y a une extrême fragmentation dialectale. Est-ce que les paroles suivent aussi cette fragmentation dialectale dans la tradition ancienne? Et avec les moyens de diffusion actuels, on apprend par 10 que vous avez dit, est-ce qu'on a tendance à normaliser un peu les paroles de ces chants? Je pense que ma question peut être intéressante par rapport à des phénomènes qu'on vit aussi ici dans les Pyrénées. Voilà. Oui, tout à fait. En fait, quand on parle de langue corse, d'une part, par rapport à la génération des anciens, c'était une langue, on dit en Corse, lingua nostrale. Donc en fait, c'était une langue qui était vraiment transmise oralement, on l'apprenait en famille, etc. Elle a été en fait vraiment très récemment codifiée, enfin quand je dis récemment par rapport à l'échelle du temps, c'est-à-dire il n'y a qu'une trentaine d'années, c'est-à-dire au moment de l'ouverture de l'université corse, de l'université de la Corse. C'est donc la grammaire et la syntaxe en fait ont été codifiées vraiment de manière très récente. C'est une langue dans laquelle on trouve ce qu'on appelle du toscan corcisé, lingua trosca, on dit ça en Corse. Et donc on retrouve aussi, moi je travaille aussi avec une linguiste, Stella Médor, qui a donc retrouvé dans certains textes de Madrigal des fragments de dialectes pisans du XIIIe siècle. Donc on voit bien quand on travaille sur les cultures de l'oralité, on n'a pas de témoignage visuel et auditif au-delà de 80 ans.
Donc la mémoire, on n'a pas de source écrite. Donc en fait, la seule archéologie qu'on peut faire, en fait, c'est de travailler aussi sur ces composantes linguistiques. Maintenant, il y a apparition en Corse, en fait, entre les locuteurs qui ont appris la lingua nostrale en famille et ceux qui l'apprennent à l'école ou à l'université. Et donc là, il y a vraiment une variation dans la richesse du maniement du vocabulaire, de la syntaxe. C'est assez vrai pour les jeunes auteurs, compositeurs, interprètes corses que je connais. C'est vrai que c'est intéressant, mais en même temps, pour les anciens, par exemple, eux trouvent que leur corse est vraiment un corse très basique, en fait. Il y a une perte peut-être de la richesse. Et ça affecte aussi... Alors, j'étais intervenue dans un autre colloque sur les timbres vocaux. Il y a aussi une affectation par rapport à la projection de la voix et par rapport au timbre vocal. C'est évident. Si ça peut servir pour la polyphonie. Merci pour avoir ouvert aussi de façon critique le débat sur la patrimonialisation. Je crois que ça serait arrivé de toute façon à un moment ou à un autre dans la journée, mais c'est intéressant de le faire dès cette communication. Merci.